Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la représentation de Lewis des molécules. Dans un premier temps, nous allons voir comment un simple décompte électronique va nous permettre de déduire des règles de stabilité pour les molécules, ainsi que la mise en place de charges partielles. La méthode de Lewis est très efficace pour les molécules simples, cependant elle présente des limitations qu'il est important d'avoir à l'esprit. Commençons tout de suite par détailler cette notion de décompte électronique. Donc, on le sait, pour les atomes, on peut écrire différents remplissages électroniques. Donc, on va remplir, en fait, les électrons vont tomber sur des couches, qu'on appelle des couches électroniques, qui ne sont pas toutes de même énergie. Donc, on a deux remplissages qui sont connus. Alors, certainement, à la fin du lycée, vous connaissez certainement ce remplissage en couche K, L, M, et ainsi de suite. Donc ça, ce sera le premier remplissage qu'on peut détailler. Et on a également un remplissage qui sera plus adopté en prépa, qui est le remplissage en couche 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Donc peut-être que pour l'instant, ça ne vous dit rien. Vous verrez que ça, c'est une notion qu'on détaillera en atomistique. Pour illustrer ces remplissages électroniques, prenons un exemple, l'atome d'argon. L'atome d'argon, on le trouve dans le tableau périodique, troisième ligne, dernière colonne. On sait que son nombre de protons est 18. Donc on parlera de numéro atomique. Donc son numéro atomique est 18. L'argon, peut-être que vous le connaissez, c'est un gaz noble. On le trouve dans l'atmosphère. Donc comment est-ce qu'on exploite le fait qu'il y ait 18 protons? Bon, on sait que l'atome est une forme non chargée de la matière. Donc ce qui signifie que si on a 18 protons, donc 18 charges positives, on a aussi 18 électrons, 18 charges négatives. Alors, on a le droit de mettre 2 électrons sur la couche K, 8 sur la couche L, 8 sur la couche M. Donc on voit que pour l'argon, le remplissage de couches électroniques donnera K2, L8, M8. On va faire la même chose sur le remplissage qui est plus adapté à notre description d'atomes de classe préparatoire. 1S2, on a le droit de mettre 2 électrons sur les couches S, et sur les couches P, on a le droit d'en mettre 6. Donc, si c'est ça, 2S2, on est d'accord, 2P6, 3S2, 3P6. Donc on voit que ces deux remplissages sont complètement équivalents. Donc celui-là, on va le laisser de côté. On va s'intéresser à celui qui correspondra à celui qui sera employé en classe préparatoire, parce qu'il est bien plus précis en fait sur l'énergie des couches électroniques associées. Sur ce remplissage électronique, on peut distinguer deux familles d'électrons. Les électrons qui seront dits de valence, donc c'est des électrons qui vont correspondre à remplissage des dernières couches électroniques. Donc quand je dis remplissage des dernières couches électroniques, là ici, je sais que j'ai 8 électrons de valence. Donc dans d'autres exemples, on verra que ce sera la dernière couche ou la couche, les deux dernières couches. C'est une notion donc, qui est à préciser, en particulier pour tous les métaux de transition. Mais sur des atomes qui sont relativement légers, comme celui d'argon, on pourra dire que la dernière couche on remonte en fait jusqu'à la couche S précédente, on prend tous les électrons qui viennent après. Et donc une deuxième catégorie d'électrons, une deuxième famille d'électrons, ce sont les électrons de Kerr. Donc ces électrons de Kerr, donc je note E- pour électrons, électrons de Kerr, sont des électrons qui sont dans des orbitales extrêmement basses en énergie, des orbitales qui sont inaccessibles pour faire des liaisons. Donc ces électrons de Kerr sont dans des orbitales basses en énergie, très stabilisées. Donc il est équivalent de dire que les électrons sont dans des orbitales basses en énergie ou les électrons sont très proches du noyau. Ils sont à une distance qui est vraiment très très faible du noyau atomique. A l'inverse, les électrons de valence sont des électrons qui sont dans des orbitales hautes en énergie. Donc c'est des électrons qui appartiennent à des orbitales hautes en énergie. Donc en fait qui sont disponibles pour la réactivité chimique de l'espèce. Donc les électrons de valence vont
être les acteurs de la réactivité chimique. Donc c'est important de bien s'en rendre compte, parce que du coup, quand on va faire la représentation de Lewis, on va s'intéresser qu'aux électrons de valence. Ce sont les électrons de valence qui vont piloter notre représentation de Lewis de la molécule. Donc on a parlé de l'argon tout à l'heure, on va parler aussi de l'azote. Donc je vais détailler, donc l'argon, Z égale 18, on dit qu'il avait tous remplissage, donc finalement 8 électrons de valence. Donc ce qu'on va faire, je vais noter, l'azote quant à lui, Z égale 7, donc 7 électrons à placer dans les couches électroniques, ça nous fera un remplissage 1s2, 2s2, 2p3. Autrement dit, si je vais jusqu'à la couche S précédente, ça va nous donner 2s2, 2p3, soit 5 électrons de valence. Je le note. Donc pour représenter correctement la forme de Lewis, ce qu'on va faire, c'est on va mettre les électrons sur 4 positions. Donc par exemple, pour l'argon, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, mais 8 électrons de valence. Donc je vais jusqu'au bout. Donc toutes les positions sont occupées par des électrons, et je peux dire à chaque fois que j'ai une paire d'électrons que ça fait un doublet. Donc ça, c'est la représentation de Lewis de l'argon. Bon. On va faire pareil pour l'azote, donc vous avez compris. Je ne vais pas le faire de la même façon, je vais aller un peu plus vite. Je vais dire 1. Voilà, j'en ai mis 2 directement en haut, parce que je sais que je vais revenir dessus de toute façon. Bon. Donc là, on peut différencier donc une paire d'électrons qu'on appellera un doublet, et des électrons tout seuls qu'on appellera les électrons célibataires. Donc ces électrons célibataires, ils vont être largement responsables de la formation de liaisons chimiques. Donc je vais détailler tout de suite quelles sont les règles de stabilité pour la formation de molécules. Donc on a décompté les électrons, maintenant on va voir comment on fait des molécules stables, comment on peut prédire en fait leur stabilité via la forme de Lewis. Donc la première règle de stabilité, c'est une règle que vous connaissez déjà, c'est la règle de l'octet. Donc la règle de l'octet, ça veut dire j'ai 8 électrons dans la périphérie de la molécule. Donc la règle de l'octet, je peux dire 8 électrons dans la périphérie. De la molécule, de l'atome, autant pour moi, de l'atome. Elle s'applique pour chaque atome, cette règle de l'octet. Donc 8 électrons dans la périphérie de l'atome, bon. Mais 8 électrons dans la périphérie, ça fait 4 doublets en fait. 4 doublets. On verra que c'est plus intéressant de le voir de cette façon-là, même si elle s'appelle l'octet. Bon. Donc la règle de l'octet, on sait qu'elle n'est pas vérifiée pour l'hydrogène, par exemple, parce que c'est impossible de mettre 8 électrons autour de l'hydrogène. Un hydrogène qui est 1s1, on ne peut pas mettre 8 électrons autour de lui, c'est pas possible. Donc elle a un petit prolongement, cette règle de l'octet, qui, bon, on peut considérer que c'est intéressant quand même de le citer ici. C'est la règle du duet. Donc la règle du duet qui signifie que 2 électrons, c'est aussi stable, mais ce sera juste pour l'hydrogène ou pour des atomes vraiment, vraiment petits. Donc règle du duet. On verra qu'elle sera vérifiée dans quelques molécules organiques, surtout. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Donc, exemple de molécules simples qu'on peut construire. On va commencer par la molécule de CO2. Donc, CO2, c'est un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. Donc là, si vous avez suivi, vous savez qu'on va faire la distinction cœur et valence, et qu'ensuite on va prendre le nombre d'électrons de valence pour chaque atome. On va commencer par là. Et ensuite on verra comment on fait des liaisons chimiques. Donc l'oxygène, je le rappelle sur le côté, Z égale 8. Autrement dit, c'est 1s2, 2s2, 2p4, soit 6 électrons de valence. Et pour le carbone, Z est égal à 6. Là, je vous invite à regarder votre tableau périodique. 1s2, 2s2, 2p2.
soit 4 électrons de valence. Donc je vais traduire cette propriété directement sur la molécule. 4 électrons de valence pour le carbone. Pour l'oxygène ici, je vais un peu plus vite. 2 électrons. Donc 2 électrons libres et puis, 2 doublés. Hein, donc là, et puis la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, je les place d'une façon un petit peu stratégique. Hein. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Alors là, est-ce que ça c'est stable, dessiné comme ça? Vous me direz, pourquoi pas? A priori, on a appliqué le décompte électronique, il n'y a pas de souci, tous les électrons sont sur leurs atomes. Mais non, ce n'est pas stable, parce qu'on n'a pas respecté ni la règle de l'octet, ni la règle du duet. Donc on verra ici que ce sera la règle de l'octet, hein, parce qu'on n'a pas d'hydrogène, donc c'est la règle de l'octet qu'il faudra respecter. Donc si je prends là ici les oxygènes, on voit qu'ils peuvent faire des liaisons de façon à mettre en commun des électrons. On appellera ça des liaisons covalentes. Hein. Donc là, voilà, je peux envisager 2 autres liaisons. Je vais redessiner ça correctement. Ça ne sera pas... on ne va pas dessiner ça comme ça, là c'est très moche. Hein. Je vais redessiner ça correctement, maintenant qu'on a compris l'idée. Ça va nous donner CO2, donc comme ça. Hein. Vérification de la règle de l'octet. Ici, 4 doublets. Ici, 4 doublets. Ici, 4 doublets. Pas de problème. Ça, c'est une molécule. On peut prédire qu'elle sera stable. Et dans la pratique, on sait qu'elle est extrêmement stable. D'ailleurs, c'est ce qui la rend problématique. C'est qu'elle est extrêmement stable et on ne sait pas trop quoi en faire. Je vais vous donner d'autres exemples. Si on prend le diazote. Donc, je ne vais pas détailler autant que pour le premier exemple. Hein. Donc, le diazote, bon, on a ces électrons ici. Donc comme précédemment, je vais représenter les décomptes électroniques comme ceci. On voit que le diazote, en fait, si on fait une triple liaison entre les 2 azotes, on s'en sort. On a quelque chose qui va respecter la règle de l'octet. Donc on va être dans une structure qui serait stable aussi. Comme vous le savez, le diazote aussi est stable. Dernière molécule que je vais vous donner comme exemple, NH3, l'ammoniac. Donc là, j'ai les hydrogènes, hein, un S1, donc un seul électron disponible pour faire des liaisons. En fait, ce qui va être pratique avec l'hydrogène, c'est qu'à chaque fois que je vais avoir un électron disponible pour faire une liaison, je vais pouvoir mettre un hydrogène. Donc ça va me donner ici NH3 comme ça. Voilà, aucune difficulté. On vérifie bien ici la règle du duet pour les hydrogènes et l'octet pour l'azote, ça ne pose pas de problème. Malgré cette règle de stabilité, on sait qu'il existe des édifices chimiques stables qui ne respectent pas la règle de l'octet. Exemple, SF6. Que je représente ici en formule de Crame. On verra l'avantage de la formule de Crame sur la formule de Lewis à la fin de cette vidéo. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer que ça c'est stable? Ça c'est étonnant. Hein. Pareil, on a le même genre de molécule donc avec le phosphore. Donc le phosphore avec 5 chlore est une molécule aussi stable. Donc en fait, ces molécules-là, on les appelle des molécules hypervalentes. C'est-à-dire que le phosphore, si vous faites son remplissage, vous verrez que normalement on a un doublet, comme ça, 3 électrons. Bon. Sauf que là, dans cette molécule, on voit que le doublet il a été éclaté en 2 électrons. 2 électrons, il fait des liaisons. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypervalence. L'hypervalence, qui est une propriété, en fait, des atomes de la 3e ligne du tableau périodique. À partir de la 3e ligne du tableau périodique, eh bien, les éléments peuvent respecter la règle de l'octet, ou bien peuvent être hypervalents, et ce sera aussi une forme de stabilité, cette hypervalence. Alors bien sûr, un soufre qui respecte la règle de l'octet sera toujours stable. Exemple, le diméthylsulfure est une molécule tout à fait stable. On voit là sur le soufre, donc, évidemment chaque carbone il respecte la règle de l'octet, hein, mais là le soufre aussi respecte la règle de l'octet. Bon.
Donc ça fait partie des petites exceptions, mais qui ont une importance assez capitale par rapport à la formule de Lewis, parce qu'on verra que c'est un peu compliqué d'écrire ça en formule de Lewis tout en respectant la géométrie des molécules. Dernière partie, les charges partielles. Alors, première question, qu'est-ce qu'une charge partielle? Donc, une charge partielle apparaît dans une forme de Lewis lorsqu'on a un écart à la valence. Alors, un écart à la valence de quelle particule? De l'atome. Hein. Écart à la valence d'un atome. Et pour illustrer ça, donc l'écart à la valence, ça va être un nombre d'électrons qui ne correspond pas à la valence normale de l'atome en question. Pour illustrer ça, on peut prendre la molécule, donc qui sera non seulement une molécule, mais un ion assez connu, l'ion ammonium. Donc cet ion ammonium s'écrit de cette façon-là. Alors comment expliquer cette charge plus, et cette charge plus que je localise directement sur l'atome d'azote, hein. Donc pour expliquer cette charge plus, je vais faire le décompte électronique de l'azote qui est central ici. Donc l'azote, je rappelle que c'est 1s2, 2s2, 2p3. Donc on attend 5 électrons de valence. Or, si je fais ici le détail des électrons qui sont directement dans la couronne de l'azote dans cette molécule, j'en compte 1, 2, 3, 4. Donc ici, j'ai 4 électrons. 4 électrons sur l'azote. Hein. Donc il en résulte, dans NH4+, il en résulte un déficit d'électrons sur l'azote. Un déficit d'électrons sur l'azote, vous comprenez bien que ça résulte par l'apparition d'une charge partielle. Il manque une particule, ça se traduit par une charge plus. Alors, cette charge plus, elle vient du noyau. Le noyau, lui, contient toujours 7 protons, mais maintenant, sur la couronne directe de l'azote, il n'y a plus que 6 électrons. D'où, voilà, une charge. Donc ça, ce sera le cas sur tous les ions. On connaît par exemple l'ion Cl-. Hein. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe sur le chlore. Donc sur Cl-, en fait Cl- copie le remplissage de l'argon. C'est ce qui fait qu'il est stable. Hein. Même remplissage que l'argon, sur Cl-, on se retrouve avec cet ion. Okay, je rappelle que le chlore, il a 7 électrons de valence, donc Cl-, 8 électrons de valence. Eh bien, à lui tout seul, cet ion respecte la règle de l'octet. Ce qui en fait une espèce qui n'est pas très réactive. Donc là, vous me direz, oui, enfin, il respecte la règle de l'octet, mais quand même, il est chargé. Donc le fait qu'il soit chargé, est-ce que ça le déstabilise ou qu'est-ce que ça implique, le fait qu'il soit chargé? Eh bien, ça ne le déstabilise pas. À partir du moment où cet ion est bien solvaté, à partir du moment où ici NH4+ va être bien solvaté, bon, la charge ne sera pas déstabilisante. Et on sait que Cl- existe en solution, alors que Cl, qu'on appellera Cl', donc Cl avec 7 électrons dans sa couronne électronique, n'existe pas. Donc ça, on le voit sur plusieurs molécules. Par exemple, la molécule de cyanure, Cn-. Donc la molécule de cyanure, Cn-, donc qui est un anion, hein, pour la représenter, on va calculer d'abord le nombre d'électrons total de la structure. Ça, ce sera une méthode qui sera assez pratique en général pour trouver les représentations de Lewis, pondérer des charges partielles. Donc ici, on comptera 5 électrons de valence pour l'azote. On comptera 4 électrons pour le carbone, et bien également un électron pour la charge.
ce qui fait 10 électrons à placer dans la molécule Cn-. 10 électrons à placer, ça fait 5 doublets. Allons-y. Je vais d'abord les accrocher. Je sais que le carbone et l'azote ici sont des voisins. Et maintenant, il me reste 4 doublets à placer. Et dans ces 4 doublets, je dois respecter la règle de l'octet. Là, vous comprenez où je veux en venir. Donc, il faut que j'ai toutes ces règles en tête. Et je peux trouver en fait que cette formule-là est la seule qui permet de respecter la règle de l'octet pour les deux atomes. Alors maintenant, je me rends compte que là, les deux atomes ne respectent pas la valence atomique, leur valence propre. Autrement dit, il y en a un des deux qui doit porter une charge partielle. Donc l'idée, ça va être de savoir lequel des deux prend la charge moins. Donc je vais calculer tout simplement. Là, ici, l'azote, il a 5 électrons dans sa couronne directe. Et le carbone, je peux aussi compter ici 5 électrons. Problème, le carbone a normalement 4 électrons de valence. Ce qui signifie ici que c'est lui qui prend la charge moins. Donc c'est le carbone ici qui est chargé négativement dans cette molécule. Alors, on va essayer encore d'autres exemples, de façon à ce que vous soyez vraiment à l'aise sur ces représentations. Donc un autre exemple assez classique, c'est celui de la molécule de monoxyde de carbone. Donc le monoxyde de carbone, c'est un gaz très toxique qui a priori n'a pas l'air d'être chargé. Donc on va calculer, on va faire son décompte électronique encore une fois. Donc on essaie de le faire de tête cette fois peut-être. Donc le carbone, 4 électrons de valence. L'oxygène, 6 électrons de valence. Ça nous fait 10 électrons, 5 doublets. Je sais qu'ils sont accrochés l'un à l'autre. En fait, ça va être le même problème que pour Cn-. D'ailleurs, c'est le même problème et c'est aussi le même remplissage électronique. Donc on pourra dire que le monoxyde de carbone est isoélectronique avec le cyanure. Ça, c'est pas très important. Donc là, je sais que le carbone, il a 4 électrons de valence. Donc ici, il a 5 électrons au plus proche, ce qui lui fait une charge moins. Donc déjà, par rapport à ce qu'on imaginait, là, ici, on a bien des charges. S'il y a une charge moins, on s'attend à avoir une charge plus, peut-être de l'autre côté. Donc on va calculer. 1, 2, 3, 4, 5. L'oxygène, 6 électrons de valence. Il n'y en a que 5 ici. Donc là, j'ai un déficit électronique, ce qui fait une charge plus. Donc j'enchaîne sur deux autres molécules. La molécule d'ozone qu'on connaît bien, parce qu'elle nous protège des rayonnements ultraviolets. Et également l'ion nitrate, qui est produit par les activités agricoles. Donc, O3, on va faire la même chose. Cette fois, je vais aller un peu plus vite. Je vais les accrocher. Bon, alors combien j'ai d'électrons à placer? Bon, O3, ça fait 3 fois 6, ça fait 18 électrons. Donc là, j'en ai déjà placé 4 sur les 18, ça fait 9 doublets. 9 doublets, comment est-ce que je peux placer 9 doublets comme ça de façon symétrique et de façon à ce que tous les atomes respectent la règle de l'octet? Je crois que c'est pas possible. Donc du coup, je vais adopter une structure dissymétrique. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre ces deux-là comme ça. Est-ce que maintenant je peux placer 9 doublets? C'est bon. Pourquoi je mets la charge plus? Parce que, comme au-dessus, vous voyez, il y a 5 électrons autour. Là, il y en a 6, donc ça c'est bon, c'est neutre. Par contre, ici, il y en a 7. Donc là, il y a un électron en trop. Donc là, je les écris tous, je vous fais des exemples un petit peu à la chaîne, mais c'est parce que c'est des molécules que vous allez retrouver un certain nombre de fois. Donc il faut être capable de les dessiner et surtout, quand on a une molécule comme ça où on a 3 oxygènes et il y en a un qui est plus, l'autre qui est moins, l'autre qui est neutre, ça va avoir des propriétés très particulières, bien sûr. Alors dernier cas là pour NO3. Donc je sais que dans NO3, ça vient de l'expérience, je sais que NO3, il y a un atome d'azote au milieu. Donc je place cet atome d'azote, et maintenant j'ai 3 atomes d'oxygène à mettre autour. Voilà, structure de base. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi faire le décompte électronique. Ici, ça donne 24 électrons. Donc je vous invite à vous entraîner à faire le décompte électronique pour trouver ces 24 électrons. Et la structure qu'on obtiendra, ce sera celle-ci. Donc même chose, essayez de vous entraîner. Remarquez ici qu'on a 7 électrons, là aussi.
Là, on en a 4 sur la couronne directe. Hein. Que tout le monde respecte la règle de l'octet, encore une fois. À chaque fois, j'ai pris un soin particulier à bien faire respecter la règle de l'octet à chaque espèce, parce que c'est ça le critère de stabilité. Je vous rappelle que les charges partielles, c'est l'ajustement pour que tous les atomes respectent le critère de stabilité. Il faut bien l'avoir compris. D'accord? Comme toute modélisation, on a des limites hein, à cette représentation de Lewis. Donc, première limite, ce sera l'aspect tridimensionnel en fait, des molécules. Les molécules, elles sont dans l'espace. Or, la représentation de Lewis, est en 2 dimensions. Donc évidemment, ça pose problème dans la mesure où on va dessiner quelque chose qui ne sera pas en adéquation avec la réalité. Donc ça, peut-être que vous connaissez la solution. On a ce qu'on appelle la représentation de Cram qui va venir compléter, en fait, qui va s'appuyer sur la représentation de Lewis, mais qui va nous permettre de mettre un aspect tridimensionnel qui sera très intéressant. Donc, deuxième point qui va limiter cette représentation de Lewis, c'est ce qu'on appelle la mésomérie. Alors, qu'est-ce que c'est la mésomérie? Je vais reprendre l'exemple très rapide que j'ai cité précédemment sur l'ozone. Donc, si je prends la molécule d'ozone, je vais reprendre exactement le même dessin que celui que j'ai fait précédemment. Donc, cette molécule d'ozone, vous me direz, alors là, on a un oxygène qui est moins, et là, un oxygène qui est neutre. Donc, ces deux oxygènes n'ont pas les mêmes propriétés. Vous auriez raison dans le formalisme de Lewis. Lewis peut prédire que ces deux oxygènes n'ont pas les mêmes propriétés. Or, l'expérience montre que ces oxygènes ont les mêmes propriétés. Évidemment, ça pose problème. En fait, la mésomérie, ici, je peux matérialiser un déplacement électronique, donc c'est ça, en fait, l'effet mésomère. Hein. Je peux matérialiser un déplacement électronique qui fait que cette espèce, en fait, c'est exactement la même que celle-là. Et je ne suis pas en train de dessiner 2 molécules différentes. Hein. Je suis en train de faire 2 dessins de Lewis d'une même molécule. Ça veut dire que la molécule d'ozone, elle est à la fois celle-là et celle-là. Ça fait partie des propriétés quantiques de la matière. Donc en fait, si je voulais vraiment mettre ici, attention, je vais écrire quelque chose qui n'existe pas, mais si je voulais vraiment mettre un dessin de Lewis sur ça, il faudrait que j'écrive quelque chose dans ce genre. Hein. Donc tous ces doublets-là, ils seront délocalisés, et là on en a un qui, comme vous pouvez le voir, hein, là on en a un qui bouge. Donc là au milieu, ce sera toujours plus. Par contre ici, ce serait moins 1,5, enfin 1,5 moins, et puis 1,5 moins. Alors, évidemment, ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas, mais c'est l'image qu'on peut avoir de la molécule d'ozone. En fait, elle est comme ça, et donc même propriété sur chaque oxygène. Juste pour poursuivre là, sur cet effet mésomère, on a exactement le même phénomène avec le benzène. Donc, le benzène, c'est cette molécule. C'est un cycle à 6 aromatique. Donc le benzène présente aussi un effet mésomère. C'est-à-dire que, voilà, en fait, cette forme-là, c'est exactement la même que celle-là. Ce qui fait du cycle, aromatique, là, du noyau benzénique, comme on appelle, un hexagone complètement régulier. Donc si on représente ça en formule de Lewis, hein, par exemple, bah, on ne pourra pas dire que c'est un hexagone complètement régulier, parce qu'on sait que les distances carbone-carbone, elles dépendent du nombre de liaisons que vous avez entre les carbones. Donc ça veut dire que là c'est court, là c'est long, là c'est court, là c'est long. Bon bref, on n'aura pas un hexagone régulier. Donc ça va encore une fois à l'encontre de l'expérience. L'expérience montre qu'on a un hexagone régulier. Donc il va falloir dessiner 2 formes de Lewis, qu'on va appeler des formes mésomères, hein, de façon à pouvoir avoir une description correcte du noyau benzénique. Hein, donc vous voyez, ça c'est des problèmes qui sont terribles hein, pour le chimiste, parce qu'il ne peut pas représenter les propriétés de la matière via cette représentation de Lewis. Et enfin, dernier problème, qui va être un problème d'ordre physico-chimique, c'est ce qu'on appelle le paramagnétisme de O2. Donc ça, c'est un problème qui a été soumis à Lewis assez tôt. Hein. La molécule de O2, d'après Lewis, elle se dessine comme ça. Hein. Donc ça, c'est la représentation de Lewis de O2. Et donc du coup, on a, comme vous pouvez voir, aucun électron célibataire. Pas d'électrons célibataires. Donc ça implique, le fait qu'il n'y ait pas d'électrons célibataires, ça implique certaines propriétés magnétiques.
En l'occurrence, on s'attendrait à ce que la molécule soit diamagnétique. Or, cette propriété n'est pas vérifiée pour O2. O2 est dit paramagnétique. Enfin, quand je dis ce n'est pas diamagnétique, on ne vérifie pas que c'est diamagnétique, on vérifie que c'est paramagnétique. C'est deux choses qui sont différentes, ce n'est pas des choses qui s'opposent. Donc c'est paramagnétique. Alors ça, le paramagnétisme, en fait, implique qu'on a des électrons célibataires. Alors, qui a raison, qui a tort? Est-ce qu'à votre avis, c'est l'expérience, au moins un électron célibataire, bon. Est-ce que, à votre avis, c'est l'expérience qui a tort ou est-ce que c'est le formalisme de Lewis? Je pense que la réponse est assez facile à deviner. Le formalisme de Lewis, en fait, ne fait pas apparaître le fait qu'on a deux électrons célibataires. Donc ça, c'est proscrit, hein. On ne dessine pas ça, mais c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. O2, ce serait comme ça. Bon, je le remets vite, de façon à ce que vous n'écriviez pas ce genre de choses. Mais donc, on montre qu'il y a des électrons célibataires et donc qu'on a des propriétés paramagnétiques sur la molécule de O2. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la représentation de Lewis. Maintenant, à vos crayons.